Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 27 décembre. Moins consulter son médecin, se soigner un peu plus par soi-même, un réflexe que les Français n'ont pas toujours. Voilà l'objectif fixé dans un rapport remis prochainement au ministre de la Santé. Fin de cavale pour un gangster, il aura tenu 14 ans sans être arrêté. Miloud Aï avait participé au braquage d'une banque de Saint-Nazaire en 1986. À l'époque, le butin avait été estimé à 88 millions de francs. La question des SDF de plus en plus politique, le bras de fer se poursuit entre associations de défense, des mal logés et la ministre de la Cohésion sociale. Doit-on envisager de nouvelles mesures? Catherine Vautrin nous répondra dans un instant. Elle est notre invitée. L'appel des urnes, être citoyen pour participer aux futures élections. Il reste 3 jours pour vous inscrire sur les listes électorales. Vous découvrirez que les inscriptions sont en hausse. Gerald Ford est mort, ancien président des États-Unis durant 2 ans seulement. Il doit doublement sa carrière à Richard Nixon. Il était son vice-président et l'a remplacé après le scandale du Watergate. Enfin, un hommage à la fin de ce journal. Nathalie, l'été indien, près de 500 tubes et des titres phares de la chanson française. Pierre Delanoë, auteur talentueux et prolifique, s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 88 ans. Faut-il toujours passer par la case médecin pour les petits bobos de la vie? Les Français ont, on le sait, leurs habitudes, même parfois pour une simple ordonnance d'aspirine ou de paracétamol. Eh bien, un rapport prochainement remis au ministre de la Santé, Xavier Bertrand, préconise un vrai changement avec plus d'automédication pour les pathologies les plus simples. L'objectif est bien sûr financier. Explication, Frédéric Monteil, Valérie Lucas. Pour soigner ce vilain rhume, tu vas prendre un comme ça. Maman s'improvise docteur. Mieux, elle choisit les médicaments comme un pharmacien. Ça s'appelle de l'automédication. Plus d'1 Français sur 2 la pratique au moins 1 fois par an. Aujourd'hui, dans un rapport confidentiel révélé par Le Figaro, des experts recommandent d'augmenter l'automédication, de savoir parfois ne pas consulter un médecin pour une légère fièvre par exemple, et d'expérimenter l'accès direct aux médicaments en pharmacie. Les professionnels de santé, eux, redoutent des dérapages. L'aspirine, si vous la mettez en vente libre, il y a des personnes qui ne peuvent pas prendre d'aspirine. C'est contre-indiqué pour leur traitement. Par exemple, quelqu'un qui a le cœur malade et qui prend des fluidifiants, etc. pour son cœur, s'il prend de l'aspirine, ça peut être dangereux. Même réticence chez les généralistes. Moi, je rencontre des gens dans ma clientèle maintenant qui s'automédiquent avec des antibiotiques. Ils prennent un antibiotique dès qu'ils ont un peu de fièvre dans l'espoir d'éviter je ne sais quelle maladie. C'est totalement en contradiction avec tout le travail qu'on fait par ailleurs sur une meilleure prescription des antibiotiques. Mais au ministère de la Santé, on l'assure, pas question de transformer les pharmacies en supermarchés. Il s'agirait de mieux contrôler une automédication jugée dangereuse. Il y a 128 000 hospitalisations par an qui sont dues justement aux effets indésirables des médicaments. Voilà pourquoi en organisant mieux l'automédication, en développant les conseils, en développant l'information, notamment par le biais du pharmacien, on peut aussi diminuer ce nombre d'interactions et ce nombre d'hospitalisations. En augmentant l'automédication, certains industriels promettent 2 milliards d'euros d'économies à la sécurité sociale. Seulement pas sûr que les Français acceptent de payer ce qui était jusque-là bien remboursé. La France qui est loin derrière ses voisins européens pour l'automédication, seuls 6% des Français y ont recours contre 12% des Britanniques, 14% des Allemands et 15% des Espagnols. En Grande-Bretagne, donc, là où les consultations médicales sont moins remboursées qu'en France, les patients choisissent parfois de faire leur marché aux médicaments. Correspondance à Londres, Karine Comazzi, Roy Connelly. Au premier coup d'œil, on pourrait croire à un supermarché. Il s'agit en fait du leader des pharmacies anglaises. C'est ici que cette jeune étudiante française résidant à Londres vient faire ce qu'on pourrait désormais appeler ses achats de santé. Je fais mon marché, quoi. Enfin, voilà. Bon, là, c'est du paracétamol, c'est connu en France, c'est pareil en France. Mais si c'est pour, par exemple, là-bas, c'est les sirops. Donc, je peux analyser si j'ai une toux sèche ou grasse, et en fonction, je prends le médicament adéquat. En Grande-Bretagne, 12% des médicaments sont délivrés sans ordonnance. C'est 2 fois plus qu'en France. Ici, le patient s'affranchit du médecin pour soigner ses petits bobos. Enfin, ça dépend de la personne. Si elle se sent plus rassurée d'aller voir le médecin, je pense qu'il y a un facteur psychologique évident. Mais si la personne n'a pas le temps et qu'elle est capable de s'auto-analyser... L'automédication a ses limites. Le pharmacien vient à la rescousse de notre Française enrhumée pour lui prodiguer quelques conseils d'utilisation.
Les médecins ont des choses bien plus importantes à traiter. En tant que pharmacien, on est formé pour délivrer des conseils de santé et on laisse les choses les plus graves aux médecins. Ici, les patients ont admis qu'ils doivent prendre en charge eux-mêmes tout ce qui relève de la bobologie. Résultat, on dépense 2 fois plus de médicaments sans ordonnance qu'en France. En Angleterre, les frais de santé sont beaucoup moins bien remboursés qu'en France. C'est peut-être la raison pour laquelle les Anglais sont moins réticents à l'automédication. Cela faisait 14 ans qu'il était en cavale, 14 ans qu'il était selon les services de police, très prudent, vivant caché et changeant de planque régulièrement. Miloud Aï s'est finalement fait arrêter. Il avait été condamné pour l'un des plus gros cas de l'histoire, 88 millions de francs de l'époque, un peu plus de 13 millions d'euros. Lionel Feuerstein, David Fossard. Pendant 14 ans, ces photos ont été placardées dans tous les commissariats de France. Miloud Aï, surnommé le braqueur funambule, est longtemps resté introuvable. Mais vendredi, la police a mis fin à sa cavale en l'arrêtant au pied de cet immeuble parisien. Une tante éloignée avait accepté de l'héberger pour la nuit. Elle n'a pas souhaité nous répondre. Moi, je connais personne. Hein. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Miloud Aï se savait recherché. Le braqueur était prudent. Quelqu'un qui utilisait régulièrement la même technique. On quitte le domicile tôt pour échapper à tout contrôle et on change régulièrement de domicile. L'homme est accusé d'avoir organisé l'un des plus gros casses de France. 88 millions de francs, plus de 13 millions d'euros. Le 3 juillet 1986, le braqueur algérien et 8 complices débarquent au domicile du caissier de la Banque de France à Saint-Nazaire. L'homme habite juste au-dessus de la succursale. Sa famille est prise en otage. Il descend ouvrir la salle des coffres. D'autres employés sont présents. Ils étaient vraiment très polis, bon, ils s'énervaient pas. Et puis bon, en fin de compte, après, bon, j'ai bien vu que c'était pas du tout un gag. Les policiers mettront 2 ans à retrouver le gang. En 1988, Miloud Aï est arrêté. Remis en liberté après une erreur de procédure, il prend la fuite. Seuls ses complices sont jugés. Lui est condamné par contumace à la perpétuité. Il a déclaré au juge avoir touché pour commettre ce vol à main armée 1,2 million d'euros, ce qui est une somme énorme. Et apparemment, l'enquête n'a pas établi si l'argent a été placé, s'il a dépensé tout son argent. Toujours est-il que le jour de son interpellation, il vivait chichement. Miloud Aï a été conduit à la prison de Fresnes. Il est désormais en attente d'un nouveau procès pour le braquage de Saint-Nazaire. On en sait un peu plus sur la mort de Karim Zetter, ce jeune homme tué par balle alors qu'il faisait du quad au pied d'une cité de Limoges. Le tireur aurait vraisemblablement été posté en hauteur et aurait utilisé une arme de calibre 22 long rifle. C'est une reconstitution qui a permis à la police, après 6 heures d'étude de la trajectoire, de réduire à quelques fenêtres seulement l'origine probable du tir. Hier, je vous parlais des affrontements qui avaient fait une vingtaine de blessés à Calais, entre clandestins. Là-bas, le centre de Sangatte est fermé depuis plusieurs années maintenant. Mais le problème reste entier. Les migrants sont toujours là et vivent toujours dans des conditions extrêmement difficiles, mais en plein cœur de la ville désormais. Sur place, le reportage de Franck Genozo et Bruno Vignier. Un terrain vague au cœur de Calais. C'est ici que les clandestins se réunissent autour d'un feu. Vers 18 h, ils traversent une partie de la ville. Le phare du port les guide jusqu'à la distribution d'un repas chaud par les associations. Ce soir, ils sont près de 300. Afghans, Pakistanais, Somaliens, tous rêvent de passer un jour en Angleterre. Tous dormiront dehors ce soir, mais personne ne regrette d'être là. Est-ce que vous seriez pas mieux dans votre pays? Retourner dans mon pays, ça fait 4 mois que j'ai quitté mon pays. J'ai traversé de nombreuses difficultés pour venir ici. J'ai dépensé beaucoup d'argent. Alors, pourquoi je déciderais de rentrer chez moi maintenant? Un groupe d'Afghans accepte de nous montrer l'endroit où ils dorment, près de la zone industrielle. Un bois que les clandestins appellent la jungle. 2 personnes dorment dehors et en général on est 12 dans la tente, là-bas. Dans ces conditions, il est parfois difficile de dormir allongé. Mais dehors, il fait moins 2 degrés, alors on s'entasse dans quelques mètres carrés. Je ne suis pas un animal, ce sont les animaux qui vivent dans la jungle. Nous, on est des humains, pas des animaux. Depuis la fermeture de Sangatte il y a 4 ans, il serait environ 300 à vivre ici. Nour, par exemple, était étudiant en Afghanistan. Ses parents ont vendu leur magasin pour lui payer le voyage.
Il a déjà dépensé 7 000 € pour arriver jusqu'ici. On a une chance de passer aujourd'hui. Il y a beaucoup de camions. On va essayer de voir ce qui se passe. Il faut que j'y aille. Mais la police va contrecarrer leur plan. Il faut fuir et se disperser. Ils se retrouvent finalement en centre-ville où ils sont tolérés par les autorités et les riverains. Tous ont déjà été arrêtés plusieurs fois, en prétextant une nationalité qui les rend inexpulsables comme la nationalité pakistanaise. Ils sont parfois relâchés loin de Calais. Calais, où ils reviennent toujours pour tenter leur chance. La polémique enfle depuis quelques jours sur l'aide apportée aux sans-abri. Manque de place, centre ouvert seulement la nuit. Que faut-il faire de plus? Les associations réclament de nouveaux moyens. La ministre de la Cohésion sociale, Catherine Vautrin, les a rencontrés. Elle sera avec nous dans un instant. Une certitude, en tout cas ce soir encore, les températures sont de plus en plus froides et les files d'attente de plus en plus longues devant les différents centres d'accueil. Reportage, Édouard Bergeon, Stéphane Guimau. 18 h, dès la tombée de la nuit. Il faut être le premier à la porte des centres d'hébergement pour une soupe chaude et une nuit de sommeil. Il manque ici 150 lits. On estime qu'il y a en France 100 000 SDF et 2000 structures pour gérer l'urgence. Comme ici dans ce centre de Paris qui s'appelle La Boulangerie, où 200 personnes dormaient la nuit dernière. On les a fait partir à 8 h 30 pour nettoyer et désinfecter. Une nuit coûte à l'État 37 € par personne. Juste à côté, ouvert depuis le 11 novembre, le foyer de réinsertion propose de l'hébergement durable. 24 h sur 24, 365 jours par an. Les foyers d'urgence, on ne peut pas y rester plus de 3 semaines, 3-4 semaines. Donc... c'est un problème? C'est un problème parce que, bon, ça déstabilise. 6 personnes à temps plein, assistantes sociales, médecins, s'occupent de réinsertion. Et ça marche. Donc c'est là que vous vivez? C'est là que je vis, oui. Heureusement, cette maison-là nous a permis de se poser, mettre nos valises et là, chercher du travail. En un mois de temps, j'ai trouvé un travail. L'État dépense là 75 € par personne et par jour. Mais il n'y a que 50 places et de longues listes d'attente. Pour que les sans-domicile ne soient pas livrés à eux-mêmes la journée, les associations créent de plus en plus de lieux de rencontre. Cet après-midi, dans une bouche de métro désaffectée, faute de mieux, l'armée du salut organisait l'arbre de Noël des plus démunis. 19 h ce soir, comme tous les soirs, place du Colonel Fabien à Paris. L'armée du salut va distribuer 450 repas. Un peu de réconfort pour ceux qui, une nouvelle fois, passeront la nuit dehors, faute de place. Le niveau 2 du plan hiver a donc été activé, mais les conditions de vie des SDF restent toujours aussi dures. Une femme sans abri est d'ailleurs morte la nuit dernière à La Rochelle, entre autres d'hypothermie. On voit que le problème est sensible, complexe, surtout pour ceux qui cherchent un endroit où vivre durablement, le temps de retrouver au moins un travail. Alors, les mesures prises par le gouvernement sont-elles adaptées? On va voir cela tout de suite avec Catherine Vautrin. Bonsoir Madame la Ministre. Bonsoir. Alors je voudrais tout d'abord que vous me donniez un chiffre. Aujourd'hui, en 2006, en France, combien y a-t-il de SDF? Est-ce qu'on connaît précisément ce chiffre? Bien, la dernière statistique dont nous disposons, qui est celle de l'INSEE, dit qu'il y a 100 000 SDF en France. Mais je voudrais revenir rapidement sur le reportage que vous venez de montrer, sur le décès que bien sûr je déplore, pour dire que cette dame était une dame qui était dans une tente et qui était quelqu'un à qui on avait proposé un hébergement qu'elle avait refusé, ce qui montre bien la nécessité de convaincre. Sur les places, vous faisiez allusion tout à l'heure aux files d'attente, je crois qu'il est important de rappeler que des places en Île-de-France. Hier soir, par exemple, il y avait 375 places disponibles. Pour autant, dans votre reportage, vous insistez beaucoup sur l'hébergement de stabilisation. C'est quelque chose que nous venons de créer cette année, au mois d'août dernier, parce que c'est l'une des réponses efficaces. C'est ce que vous montriez dans le reportage. Madame Vautrin, on n'invente pas. Ces gens-là sont là, ils attendent, ils font des files d'attente, ils souhaitent trouver un endroit. Effectivement, il manque des places, oui ou non, aujourd'hui?
Aujourd'hui, je vous répète, on a en France 105 000 places d'urgence. Le débat d'ailleurs ne porte pas là-dessus. Moi, j'ai ce matin encore fait le point avec le président de la République sur la situation. Et ce que le président m'a demandé, c'est d'ailleurs d'accélérer les différentes réponses, parce qu'il y a des besoins qui ont évolué, le phénomène des travailleurs pauvres, le phénomène des femmes seules avec enfants. Et donc, ce que cherche le gouvernement aujourd'hui, c'est à apporter des réponses qui soient des réponses nouvelles. Cela veut dire que ce soir, vous nous annoncez de nouvelles mesures. Par exemple, on parle beaucoup de ces horaires d'ouverture de ces centres d'hébergement qui sont de 19h à 8h du matin. Est-ce qu'il y a de nouvelles mesures annoncées ce soir, concrètement? Alors, très concrètement, dans la journée, et je vous le répète, après l'entretien que j'ai eu avec le président de la République, en accord avec le Premier ministre et avec Jean-Louis Borloo, nous avons travaillé sur 3 axes. Le premier, c'est l'ouverture des centres d'accueil d'urgence, ceux dans lesquels les personnes qui sont dans la rue viennent dormir. Nous allons, de façon immédiate, ouvrir ces centres de 17h le soir à 9h le matin et 24h sur 24 pendant les week-ends, ce qui permet d'avoir des plages horaires qui seront plus longues. La deuxième chose sur laquelle nous avons travaillé, c'est cet hébergement que nous appelons l'hébergement de stabilisation, qui est l'accueil 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur une période plus longue. C'est ce que vous venez de présenter dans votre reportage. Il y a actuellement 1100 places qui fonctionnent. Eh bien, nous aurons dans les 2 mois... Nous aurons dans les 2 mois qui viennent 4000 places, ça c'est la première approche. Et surtout ce que nous allons faire, c'est que nous allons transformer des places d'urgence en places de stabilisation. Notre objectif, c'est que fin 2007, il y ait en France 10 500 places de stabilisation. Mais je crois que ce qu'il faut bien que l'on explique, c'est que là nous sommes dans une logique qui est une logique de gagnant-gagnant avec les personnes que nous hébergeons. L'idée, c'est qu'elles sont hébergées, elles consacrent tout leur temps dans un programme de réinsertion et elles s'engagent. C'est-à-dire qu'au-delà de la simple mise à l'abri, on les accompagne, c'est une nouvelle chance, c'est la République fraternelle qui tend la main. Madame Vautrin, en parallèle, nous savons... Il y a quelques jours, excusez-moi, vous disiez que l'initiative de l'association des enfants d'Eau Quichotte était de la poudre aux yeux. Vous les recevez hier, vous nous annoncez des mesures aujourd'hui. Il y a eu un effet de conséquence de cet entretien que vous avez eu avec eux ou simplement l'intervention du président de la République ? Vous savez, il y a plusieurs choses. D'abord, l'hébergement de stabilisation, on l'a créé avec toutes les associations qui travaillent sur le sujet régulièrement et c'est pour cela que nous l'amplifions aujourd'hui. Ce que je voudrais également dire, c'est que l'un des axes, c'est celui des maisons relais qui permet par exemple à des travailleurs pauvres de trouver un toit, de se poser. Il y a 3000 places aujourd'hui, il y en aura 12 000 fin 2007. Donc vous le voyez, il y a une volonté très forte du gouvernement de tendre la main aux associations, y compris bien sûr à l'association Don Quichotte. Je crois qu'aujourd'hui, c'est pour l'ensemble des personnes qui ont une difficulté face au logement qu'il faut apporter des réponses. Et vous nous avez confirmé que c'était bien le président de la République qui vous avait en tout cas sollicité pour accroître ces mesures. Merci Madame le ministre, merci beaucoup. À noter toujours dans ce dossier devenu très politique que Nicolas Sarkozy a souhaité confier une mission d'étude sur la situation des mal logés en France à Arnaud Klarsfeld, l'avocat qui s'est d'ailleurs rendu tout de suite sur le site de campement des sans-abri installé sur le canal Saint-Martin. La Polynésie a un nouveau président, il s'appelle Gaston Tong-Sang, élection dans un contexte politique comme souvent agité. Son prédécesseur Oscar Temaru venait d'être renversé par une motion de censure qualifiée par lui de coup d'État. Ces élections peuvent ici, en métropole, nous paraître un peu lointaines, un peu abstraites. C'est pourquoi nous avons voulu vous apporter quelques clés pour mieux comprendre, au-delà de la carte postale, à quoi ressemble vraiment la Polynésie. Hélène Hugues. Le vainqueur offre des fleurs, le vaincu les refuse. Gaston Tong-Sang vient d'être élu président de la Polynésie française à la place de l'indépendantiste Oscar Temaru. Le scrutin est loin d'avoir apaisé les tensions. Je souhaite également que la passation des pouvoirs puisse se faire en bonne intelligence, sans rancœur et sans esprit de revanche. 5 élus ont fait basculer la majorité en faveur du camp autonomiste, celui de Gaston Floss, l'homme fort de la Polynésie pendant 20 ans. Dans le camp indépendantiste, on ne s'avoue pas vaincu. Il n'y a pas de démocratie dans un pays sous tutelle, maintes fois. Il y a ingérence de la part de l'État UMP. Il y a violation d'une décision. Il y a vol, c'est un coup d'État qui se prépare.
Un discours hostile à l'UMP et surtout hostile à la lointaine métropole. À 23 000 km de Paris, la Polynésie française, c'est 118 îles disséminées dans le Pacifique sur 2,5 millions de kilomètres carrés, l'équivalent de l'Europe entière. En 60 ans, l'archipel a gagné en autonomie. Les autorités locales disposent de larges pouvoirs tout en restant au sein de la République. En 3 ans, la Polynésie a connu 3 alternances, pas de quoi favoriser la stabilité politique. Plus que 3 jours pour s'inscrire sur les listes électorales, même si les mairies constatent une nette augmentation du nombre de nouveaux votants, 5 millions de Français ne sont pas inscrits sur les listes. Alors pour mobiliser quelques électeurs de plus, certains, vous allez le voir, n'hésitent pas à faire du porte-à-porte. Reportage à Bron, dans la banlieue lyonnaise, Ahmed Tazir, Philippe Fivet. Oui, bonjour madame, je voulais savoir si vous étiez inscrit monsieur. Je viens pour les inscriptions sur les listes électorales. Un drôle de VRP. Maxime n'a que 17 ans, même pas l'âge de voter, mais pendant ses vacances, ce bénévole va sonner aux portes. Mission, permettre à un maximum de personnes d'aller voter l'année prochaine. J'inscris par procuration avec ma photocopieuse tous ceux qui ne sont pas encore inscrits. Bonjour monsieur. Photocopier les documents nécessaires et faire signer la procuration, c'est comme à la mairie, mais à la maison. Je suis inscrit là maintenant, c'est bon. Je ne fais que les citer pour aller, il me dit oh j'ai de la flemme pour aller là-bas faire la queue, je suis fatigué, attends je vais aller demain ou après-demain. Il ne part jamais, mais aujourd'hui je suis très contente. En un mois, Maxime a convaincu une 60aine de personnes. Ils reçoivent la carte directement à la maison, ça les aide beaucoup dans leur quotidien. Et en plus, nous on n'est pas là pour faire de la politique, on est là pour la citoyenneté. C'est-à-dire qu'on a une vraie discussion avec eux et ça passe très bien. Dernière étape, déposer les imprimés en mairie au service des élections qui fait le plein cette semaine. Année électorale 2007 oblige. On est toujours en train de dire qu'on a une démocratie pourrie et je crois qu'il faut aussi faire quelque chose de temps en temps. C'est pour ça que vous venez à la dernière minute ? C'est pas pour ça que je viens à la dernière minute, c'est pour ça que je viens tout court. Après la dernière minute, c'est parce que je suis un petit peu feignante et que j'ai laissé courir, c'est pas la même chose. Ces dernières semaines, une centaine d'inscriptions par jour, nombre de nouveaux inscrits pour 2006. On a passé la barre des 2000 inscrits, donc c'est quand même un chiffre assez important par rapport aux années précédentes. Les électeurs non inscrits ne seraient pas moins de 5 millions en France, soit largement de quoi faire basculer une élection. Les Champs-Élysées ne doivent pas devenir un centre commercial géant. Voilà la position de la mairie de Paris qui vient de refuser l'autorisation d'ouverture à une grande enseigne de vêtements. L'objectif donné au 2e site touristique de la capitale, une image moins banale, plus festive. Seulement, qui aujourd'hui peut payer les loyers exorbitants des magasins de la plus belle avenue du monde? Les réponses avec Antoine Gaveau et Sylvain Daubat. La plus belle avenue du monde est en danger. Dernière victime, l'UGC triomphe. Le cinéma va fermer car les loyers sont, comme le titre du film, hors de prix. Sur les Champs-Élysées, il ne reste aujourd'hui que 6 cinémas. C'est moitié moins qu'il y a 20 ans. Il est important que des cinémas de proximité existent dans tout Paris. S'il n'y a plus cela, et aux Champs-Élysées évidemment, eh bien vous avez tout un tissu social qui va disparaître. Car ici, dans les années 70, il y avait presque une vie de quartier. Les commerces de proximité côtoyaient alors les grandes marques à la recherche d'une adresse prestigieuse. Compagnies aériennes, constructeurs automobiles, tous les secteurs étaient représentés. Aujourd'hui, changement de couleur. Sur le 2e site touristique de France, 4 boutiques sur 10 vendent des vêtements. Des marques bon marché au très haut de gamme. Car ici, les loyers ont explosé. Ils sont 4 fois plus chers que dans le reste de Paris. 5 à 6 000 euros le mètre carré sur le trottoir sud, 9 000 euros en face, la différence, le soleil. Mais pour le dernier arrivé, une adresse ici, ça n'a pas de prix. C'est un prestige, bien évidemment, et puis surtout, c'est concentré de grandes marques internationales au mètre carré qui n'existent nulle part ailleurs en Europe. Les Champs qui deviendraient un centre commercial à ciel ouvert, cela commence à inquiéter même les professionnels de l'immobilier. Il y a toutes les raisons de s'inquiéter, il y a toutes les raisons de surveiller les Champs-Élysées. Vous savez, les Champs-Élysées, c'est un peu comme un trésor pour la France. C'est un lieu de passage, c'est un lieu de tourisme, c'est un lieu de commerce. Eh bien, il faut respecter la diversité. Une diversité que les pouvoirs publics aimeraient protéger. Une marque de vêtements très bon marché vient de se voir refuser l'autorisation de s'installer.
À l'étranger maintenant, il avait été le 38e président des États-Unis. Gerald Ford est mort la nuit dernière à l'âge de 93 ans. Un président atypique par la courte durée de son mandat, 2 ans, mais aussi par les conditions de son accession à la Maison-Blanche. La démission du président en place, Richard Nixon, en 1974, en raison du scandale du Watergate. Le portrait d'un président, malgré lui, avec Jean-Marc Ilouz. Si le 9 août 1974, Gerald Ford devient 38e président des États-Unis, ce n'est pas à la suite de son élection, mais pour combler un vide à la présidence des États-Unis. Ma démission de la présidence prendra effet dès demain midi. Vide provoqué la veille par Richard Nixon, acculé à la démission pour éviter la destitution des suites du plus grand scandale politique de l'histoire des États-Unis, le Watergate. Le président Nixon ne peut plus nier avoir espionné non seulement ses adversaires démocrates, mais aussi ses propres collaborateurs à la Maison-Blanche. Pour l'ex-parlementaire du Michigan, ce n'est pas la première fois que l'histoire exige qu'il joue les messieurs propres. Déjà en 1973, devant le Congrès, il avait été propulsé à la vice-présidence après l'inculpation du vice-président en titre pour fraude fiscale. Mais cette fois-ci, la responsabilité est immense. Sonnée par la guerre du Vietnam, l'Amérique du Watergate est rongée par une crise morale sans précédent. À contre-courant de l'opinion, ce président, malgré lui, décidera qu'il faut vider l'abcès et accorder la grâce à Richard Nixon, l'ami qui lui aura menti jusqu'au bout. Notre long cauchemar national est terminé. Il fut longtemps de bon ton de se moquer de l'homme qui avait pardonné à Nixon, comme lors de cette chute en visite officielle. Mais aujourd'hui, en pleine guerre d'Irak, pour la plupart des Américains, Gentleman Ford est l'homme qui avait su réconcilier l'Amérique avec elle-même. Situation toujours aussi tendue en Somalie où les combats ont repris. Les forces gouvernementales aidées par l'armée éthiopienne ont contraint les miliciens islamistes à se retirer de plusieurs localités. Elles se dirigent désormais vers la capitale Mogadiscio pour l'assiéger. Le Conseil de sécurité de l'ONU cherche toujours un consensus appelant à un cessez-le-feu. 2 morts et quelques blessés légers, c'est le bilan du puissant séisme qui s'est déclenché hier au large de Taïwan. Plusieurs bâtiments se sont effondrés, aucun tsunami ne s'est produit. Les communications téléphoniques et Internet restent très perturbées dans une grande partie de l'Asie du Sud-Est. Les traditions ont la vie dure en Grande-Bretagne. La chasse à courre, interdite depuis 2 ans, perdure. Hier, plus de 300 équipages ont pourtant contourné la loi à travers le royaume. C'était le Boxing Day, le 26 décembre, et depuis toujours, le jour où les amateurs se retrouvent pour chasser le renard, avec désormais, vous allez le voir, certaines astuces. Karine Komadzi. À Ledbury, ces coups de clairon résonnent comme un événement. Sur ces mêmes pavés, depuis 300 ans, les chasseurs, leurs chiens et le public accourent pour l'ouverture de la chasse. C'est très joli de voir les chasseurs, toutes ces couleurs, les chiens, tout cela. Nous devons garder ça, ça fait partie des traditions anglaises. Mais la tradition de la chasse à courre n'est plus tout à fait ce qu'elle était depuis qu'une loi contre la cruauté a été votée il y a 2 ans. L'animal, le plus souvent le renard, ne peut être abattu que par un coup de fusil ou par un oiseau de proie. Les chiens peuvent suivre la piste du gibier, mais n'ont plus le droit de tuer et encore moins de le dévorer. Alors que font-ils au juste? Aujourd'hui, par exemple, nous allons chasser avec un leurre, c'est-à-dire nous allons pister l'odeur d'un renard factice et ainsi on continuera de nous soutenir. Vous le voyez, on est meilleur et encore plus fort qu'avant. Et en matière de leurre, les chasseurs s'y connaissent. 2 ans après l'entrée en vigueur de la loi, 14 000 renards ont été abattus en une saison et plus de la moitié des chasseurs disent avoir tué délibérément. Espèce de saboteur, ça t'embête bien qu'on s'amuse. Pauvre lâche, descends de ton cheval et viens me parler ici si tu l'oses. On le voit, les échanges entre les pros et les anti-chasses ont perdu de leur fair-play, au point que désormais l'action des mouvements écologistes se déplace devant les tribunaux. Nous sommes une équipe d'avocats et nous allons froidement et cliniquement observer tout ce qui se passe. Et à chaque fois qu'il y aura matière à poursuivre, nous irons devant les tribunaux. Pour l'heure, un seul chasseur a été condamné en août dernier à une amende de 735 €. Assister à la parade nuptiale des flamants roses. Voilà un magnifique spectacle qui se déroule en cette pleine période de reproduction sous les yeux des visiteurs du parc ornithologique du Pont de Gau, près des Saintes-Maries-de-la-Mer. Reportage Marie-Laure Guerrier, Pascal Ponce.
Torse bombé, cou étiré, le flamant rose exhibe son plumage et l'envergure de ses ailes. La parade nuptiale a débuté. En tout, 1600 flamants roses vont s'accoupler. Les grands sont des mâles et les petites sont des femelles. Il n'y a pas de différence de couleur, hein. Ils sont tous roses en fait, hein, à cette époque de l'année. On les remarque bien dans le comportement, quoi. C'est comme nos hommes à nous. C'est-à-dire? Pour le beau. Ouais, les femelles le font aussi. Non seulement ils montrent leur couleur, mais aussi leur plaque incubatrice sur leur torse, car les mâles, eux aussi, peuvent couver l'œuf. Il n'y a aucune bagarre, à l'inverse des hommes qui de temps en temps se battent pour la même fille ou quoi. Ils se sont fait des bisous là-bas. Avec les becs, ils s'attrapent comme ça. Depuis leur mue, fin novembre, les Flamands se sont parés de leurs plus beaux atouts. Tous ces instants sont magiques, ils vont durer tout le mois de janvier, un peu plus tard pour les retardataires. C'est un spectacle magnifique. Le charme a opéré. Certains couples pudiques s'isolent, tandis que d'autres, plus généreux, nous offrent la fin de l'histoire. Voilà, nous savons tout, sauf le principal. Pourquoi les flamants roses sont-ils roses? Alors pourquoi, écoute, ça, je n'en sais absolument rien. Par contre, je peux te dire comment ils sont roses, ça, parce que pourquoi, on ne sait pas. Mais en fait, les flamants roses, ils mangent une alimentation qui s'appelle le plancton, qui sont des tout petits organismes. Et dans ce plancton, certains aliments sont colorés par le carotène. À la nuit tombée, les couleurs s'estompent, le silence enveloppe les temps. Ceux qui n'ont pas trouvé l'âme sœur reprendront leurs ébats demain. Quant aux petits, ils naîtront au mois d'avril. Koro est dans l'espace. Le satellite français a été lancé cet après-midi de Baïkonour au Kazakhstan. Ce satellite pourrait un jour nous faire découvrir de nouvelles planètes extrasolaires et peut-être, qui sait, de nouvelles formes de vie. Le réveillon du 31 approche, dépêchez-vous d'acheter du champagne. La demande est en effet très forte en cette période de fête et les stocks des grandes maisons champenoises diminuent à vue d'œil. Alors justement, quel vin, quel champagne servir pour le réveillon? Conseil d'achat et surtout de dégustation, Luc Bazizin et Patrice Hacheret. Pour fêter le nouvel an, ces bouteilles ne bougeront pas de là et pour cause, elles vieillissent ici depuis 40 ans. Dans cette grande maison de Champagne, le chef de cave nous fait découvrir le roi des vins de fête. Et en cette fin 2006, les stocks se sont déjà écoulés en grande quantité. La Champagne aura vendu 10 millions, peut-être 15 millions de bouteilles en l'espace de 2 semaines. La semaine précédant Noël et cette semaine précédant le jour de l'an. Nous avons demandé à Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, de venir dans ce grand magasin de centre-ville nous faire une petite sélection de vins de fête. Et son coup de cœur, un champagne rosé. J'aime bien le rosé, c'est une jolie couleur, c'est un vrai vin qui a sa propre personnalité. En plus, c'est un vin qu'on peut servir pendant tout le repas. Et dans sa sélection, on trouve aussi des vins liquoreux au prix raisonnable. Et à tous les prix, par exemple, je vois ici un Côte de Bergerac, un vin de Dordogne en moelleux, donc c'est moins concentré qu'un Sauterne, mais il y a quand même la douceur caressante du pulpeux moelleux un peu du vin, c'est à 3,50 €, c'est quand même très, très accessible. Nous arrivons dans la cave de son restaurant parisien et là, pour donner vie à cette nature morte, l'œil, le nez et la bouche du sommelier jouent les chefs d'orchestre. D'abord avec un champagne. Moi j'ai tendance à préférer la bulle la plus fine, parce que j'aime bien ce côté picotant de la bulle au palais, mais pas cette agressivité un peu dense d'une bulle un peu trop forte. Vient ensuite la dégustation du Sauterne. Il y a du plaisir, c'est un vin d'expression, il y a le raisin un petit peu confit, c'est quand même extrêmement important de retrouver le raisin dans le vin. Des vins d'exception à des bouteilles plus simples, il y en a à tous les prix et pour tous les goûts pour fêter l'entrée dans ce nouveau millésime. Sport avec un mot de voile, avec la 62e édition de la Sydney Hobart, une épreuve qui a souvent été le théâtre de drames. Partie de Sydney hier, 9 bateaux ont déjà été contraints à l'abandon. 6 membres d'un équipage néo-zélandais ont été blessés par le dématage de leur bateau. Heureusement, les sauveteurs ont pu porter secours aux équipages et ramener à terre tous les blessés. La balade des gens heureux, les lacs du Connemara, l'été indien, c'était lui. 3 exemples parmi des centaines de titres. Pierre Delanoë avait ce talent d'écrire des chansons qui restent. On appelle cela des tubes. Il a écrit pour Jodassin, Michel Sardou, Dalida ou encore Johnny Hallyday. Pierre Delanoë est mort la nuit dernière. Il était âgé de 88 ans. Son portrait avec Christophe Hérault et Frédéric Delarue. Pierre Delanoë, c'est l'homme aux 5000 chansons. L'auteur qui a fait chanter Piaf, Hallyday, Aznavour, Fugain, Polnareff, Sardou, Beko. La liste ne s'arrêterait jamais.
De son cahier à spirale au transistor, Delanoë, c'est un patrimoine de micro-sillons et de nostalgie. Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie? Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Et comme l'oiseau, sa vie est pure et l'eau fraîche, un oiseau. Né en 1918, il est inspecteur des impôts jusqu'à l'âge de 45 ans et sur un coup de tête, il décide de remplacer les chiffres par les mots, d'être le parolier des chanteurs. Bonjour Pierre, ça va? T'as bien trouvé? Pierre a été un des grands paroliers qui donc se mettait au service d'un artiste, au service d'une musique, pour que l'artiste ait un matériel qui lui permette d'exprimer tout ce qu'il avait à dire. Pierre Delanoë était un homme de courage et positif. Et je suis sûr que là, il me tiendrait la main en me disant « Hugues, on tourne la page, mais le récit continue. » Une vie qu'il résume lui-même en chanson. C'est un beau roman, c'est une belle histoire. Vous avez encore des projets? Oui, j'ai des projets, mais j'en ai tellement que je n'aurai pas le temps. Pas le temps. Le temps s'est arrêté à 88 ans pour cet homme qui, à la fin de sa vie, n'aimait plus trop son époque. Conservateur et nostalgique, avec Pierre Delanoë, c'est une certaine chanson française du siècle dernier qui disparaît. Figaro, Harlequin, entre la cour et le jardin. Un dernier mot de politique. Michèle Alliot-Marie, dans une interview à paraître demain dans Sud-Ouest, affirme qu'elle ne briguera pas une investiture de l'UMP, mais qu'elle réfléchit toujours à une candidature hors parti pour la présidentielle. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, la météo de Laurent Romeshko, 20h55, Comment lui dire, un téléfilm avec Roland Magdan et Catherine Jacob. Rendez-vous demain à 20h. Belle soirée à vous.